François Tétu de chez Desjardins qui est avec nous. François, bonjour. Bonjour François, encore une fois. Quelle sorte de semaine? On avait atteint des sommets dernièrement, petit repli, puis là, on danse sur des œufs présentement. Oui. Pas facile. Non, le dernier mois a été hésitant. Oui. Fait d'oblige. Ça a été hésitant. Et si on regarde le premier trimestre de 2015, n'a pas été vraiment, je dirais, un grand cru. Mais moi, je le regarde en devise canadienne. Oui. On va le dire pas trop fort, là, parce que c'est quand même 8-9 là, malgré tout. Le 10 si on regarde le Nasdaq. Ouais. En devise américaine, pas fort. Non, en devise, c'est ça. Ben, moi, je l'ai en devise américaine. Ouais. On est flat, en fin de compte. Les gens qui ont obtenu des bons rendements dans le premier trimestre de leur portefeuille, par exemple de leur REER, tout ça, si on fait 8 ou 9, c'est l'effet de devise. Ouais. Parce que on regarde le Dow Jones qui est pratiquement à zéro au premier trimestre. On regarde le S&P qui n'est même pas 1 Nasdaq à 3 en fait, c'est la forte performance de la bourse allemande là, qui a le mieux performé avec plus de 20 au premier trimestre. Bon, naturellement, Hang Seng, 6,7 Mais les obligations encore, 4,24 Fait que c'est quoi, les taux, c'est toujours sur cette pente-là. Je regarde le TLT à 130 là. Donc, obligations 4,24 donc, un autre secteur qui tranquillement, pas vite, continue à produire quand même des rendements. Et le fait que c'est... Tu allé chercher les 10 ans américains juste pour montrer aux gens. Là. Regarde dans les dernières semaines. Il y a eu comme une espèce de pic ici, là, au moment de la Réserve fédérale américaine. Puis là, ça redescend encore. Ça. Les statistiques sont pas tout à fait à la hauteur des attentes non plus. Ça. Puis là, on regarde la courbe 2 ans. Tout est en train de s'aplatir encore une fois. Là. Donc, l'important, c'est quand même d'avoir un portefeuille où on a certaines balises. On parlait d'actions, des fois de vente, de faire un rebalancement de portefeuille, puis parfois remanier, puis aller parfois vers des titres à revenus fixes. Le meilleur secteur, François, au premier trimestre, c'était le secteur de la santé aux États-Unis, avec 6,55 et je dirais que, bon, on a pour certains de nos clients du XLV. Puis je parlais justement à un client ce matin, j'ai écouté, là, vous faites plus 45 dans votre XLV. Ce serait peut-être le temps de lever le pied puis de reprendre un peu de profit pour réallouer dans une autre catégorie d'actifs ou ailleurs, tu sais. Donc, secteur... Et puis, j'avais parlé des biotech le mois dernier, que là, vraiment, c'est toujours des biotech un peu comme des mines. Il y a toujours... Une mine, c'est comme des fois une compagnie d'exploration, c'est un trou avec de l'espoir, mais une biotech, c'est une compagnie qui fait de la recherche avec de l'espoir. Tu sais, alors, XLV... on voit que depuis plus qu'un an, là, depuis un an, écoute, il y en a qui ont bien navigué. Hein? C'est ça. Donc, mais vous avez aussi, à travers tout ça, des biotech qui sont, comme je disais, dans un certain cas, je parlais de bulle, une forme de bulle, parce que vous avez des titres là, qui ont eu des performances incroyables là, dans le secteur des biotech. Vous avez, je pense, un ETF de biotech, je ne me trompe pas, américain, que je ne me rappelle pas du symbole. Il faudra demander à Mme... iShare, IBB. Bon. IBB, je l'ai trouvé. Donc... voilà. Si on le regarde sur un an, là... Regarde ça, c'est la même affaire. C'est ça. C'est exactement le même graphique. Donc, prudence de ce côté-là. Peut-être de faire des ventes, peut-être augmenter ses liquidités, son cash dans le portefeuille, ou regarder du côté de secteurs ou titres qui ont peut-être pas performé, peut-être nous offrir une performance intéressante à moyen terme. Je regarde du côté canadien. Le marché peut demeurer, je perçois, dispendieux. Il y a peut-être le secteur là, de financier qui, en termes de ratio court-bénéfice, puis en fait prix sur la valeur au livre qui demeure le secteur le plus intéressant au Canada dans ce secteur-là actuellement. Oui. Je suis allé chercher XFN, là, qui représente justement la section financière du S&P TSX. Là, je dis que... Mais on n'est pas sur une tendance haussière, là, on s'entend. On s'entend, là? C'est ça. On n'est pas sur une tendance haussière. Fait que, tu sais, parfois, on peut percevoir qu'il y a une aubaine. Est-ce que j'investis? Est-ce que je la saisis? Mais vous n'avez pas de tendance haussière, donc vous pouvez rester à ce point-là très longtemps.
ou même aller à la baisse. Donc, je vous dirais que c'est le secteur, peut-être, parfois les gens favorisent les titres bancaires là, aux services financiers. Les sièges là, avec élastique, là, tu sais, le Jolly Jumper, c'est à peu près comme ça. Oh, oui, c'est ça. Donc, je vous dirais que, bon, tout n'est pas négatif pour le Canada, sauf que quand même, avec l'économie américaine qui reprend, le prix de l'essence, les taux d'intérêt qui sont bas, c'est peut-être des facteurs qui peuvent favoriser le Canada. Par contre, je crois pas que l'économie américaine peut... parce qu'on est à la traîne de l'économie américaine. Est-ce que ça va nous aider vraiment? Je suis pas certain. Puis c'est vraiment notre faiblesse, c'est le secteur immobilier canadien qui a été tiré, puis qui peut affecter le consommateur. Parce que même si on regarde, les propriétés, le coût des propriétés par revenu, puis aussi même les coûts de loyer par revenu. Donc, c'est un peu comme aux États-Unis. Là, les loyers sont chers en Californie, puis les étudiants restent 4 dans le même logement. Là. Je veux dire, bon, on s'en vient comme ça un petit peu ici. Les prix sont très élevés. Donc, le revenu disponible par rapport au prix fait en sorte que ça affecte le consommateur. Fait que même si le prix du pétrole baisse, c'est pas grave. Là, ça veut pas dire que tout le monde a un auto ou... Bien, ça, c'est clair, parce que puis ça fait partie des facteurs négatifs. Moi, je trouve que c'est très négatif, avec l'endettement des ménages aussi, là, Puis l'autre chose qui me fait peur aussi, c'est toujours essayer d'avoir du rendement à tout prix. Tu l'as inscrit dans tes facteurs négatifs, puis là, c'est rendu... on veut du rendement, mais là, on commence à gratouiller un petit peu partout, là, puis... Je dis que les racines commencent à être rares un peu. Oui, effectivement. Donc, on est... Et c'est pour ça qu'on possiblement, quand on regarde tous ces facteurs-là mis ensemble, qu'on fait une forme de surplace parce que c'est très hésitant au niveau du marché. T'sais. L'autre chose aussi que j'ai dénoté, c'est que quand même, on est dans une phase au niveau du... Parce que ça fait longtemps, là, depuis plusieurs années, que je prône une surexposition au marché américain. Sauf que je croirais qu'actuellement, on est peut-être entré dans une phase peut-être un peu plus risquée. À cause du dollar américain? Bien, c'est ça, c'est que les profits, encore, ça regarde quand même de façon positive, mais il faut comprendre que vous avez des compagnies, vous avez 42, si ma mémoire est bonne, 42 des entreprises du CSNP, c'est des compagnies quand même qui tirent de leurs revenus des exportations. Donc, ils vont continuer quand même de vendre leurs produits, sauf qu'en quelque part, ça va quand même les affecter, le fait que la devise, elle est élevée. Alors là, il faut creuser plus loin. Est-ce que ça va arrêter, ce dollar US-là, par rapport, par exemple, par rapport aux autres devises? Et ça, naturellement, il existe des études qui ont été faites là-dessus. Et selon Bank Credit Analyst, on est peut-être rendu encore peut-être un petit peu plus que la moitié du chemin de fait. Donc, possiblement que le dollar US pourrait poursuivre sa hausse par rapport aux autres devises. Je suis en train de me poser la question suivante sur la devise américaine. Quand on le regarde au maximum par rapport à ce qui s'est passé au cours de l'an 2000, 2001, 2002, pourtant en 2001, on était apparemment en début de récession. Le dollar américain a atteint un niveau de 119, on est à 98. Est-ce que c'est une question d'adaptabilité plus que d'autres choses? Est-ce que les compagnies américaines s'adaptent ou le commerce est rendu tel qu'on fait tellement d'affaires à l'extérieur des États-Unis qu'on est obligé de rapatrier de l'argent chez nous que là, on commence à avoir de la difficulté? Bon. C'est-tu où toutes ces réponses? Oui, c'est ça. Non, c'est ça. C'est une série de facteurs mis ensemble qui fait en sorte que là, on a... Puis c'est comme, actuellement, il y a deux mondes. Les États-Unis and the rest of the world. Hein? C'est un peu ça qu'on dénote. Alors, la locomotive économique américaine qui continue, qui est repartie. Puis bon, naturellement... il y a une forte demande aussi pour le dollar américain. J'ai un graphique de Bank Credit Analyst. Là, on dénotait, là, vous avez parlé des années 80, 90. On a terminé, François? Oui, malheureusement. On va continuer tout de suite à la fin de l'émission. Restez avec nous, nos étudiants.